Mes parents ont dit, tu as 2 jours pour quitter cette maison. Je n'ai rien dit et je suis parti. Quand ils ont ouvert le coffre-fort, ils se sont figés. Ma mère m'a appelé sans arrêt pendant 30 minutes. Je m'appelle Naomi Carter. J'ai 27 ans. Et la première fois que mes parents m'ont dit que j'avais 2 jours pour quitter la maison que mes grands-parents avaient laissée, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, et je ne leur ai pas demandé comment ils pouvaient me faire ça. Je suis juste resté là, dans l'encadrement de la porte de la cuisine, la main toujours enroulée autour d'une tasse de café froide, à écouter ma mère parler avec cette voix douce. Fausse et calme qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait paraître raisonnable tout en disant quelque chose de cruel. Mon père se tenait à côté d'elle comme si la décision avait déjà été tamponnée et classée, et ma jeune sœur était appuyée contre le comptoir avec ce genre de petit sourire suffisant que les gens arborent quand ils pensent que la fin leur appartient déjà. Ils ont dit que la maison était trop grande pour moi, que j'étais égoïste, qu'une maison de famille devait revenir à la fille qui était sur le point de se marier et de construire un véritable avenir. Puis est venu l'ultimatum, vendredi, 2 jours. Emballe tes affaires personnelles, laisse les clés et ne rends pas les choses difficiles. Ce qu'ils voulaient, c'était une dispute. Ils voulaient des larmes, des supplications, peut-être une dernière dispute désespérée qu'ils pourraient plus tard déformer en preuve que j'étais instable et ingrate. Mais je savais déjà quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais ce qui se trouvait dans le coffre-fort mural à l'étage. Je savais pourquoi mon grand-père avait cessé d'avoir l'air inquiet dans les dernières semaines de sa vie. Et je savais que s'ils ouvraient ce coffre-fort, croyant qu'ils avaient déjà gagné, l'expression sur leur visage vaudrait chaque seconde que j'avais passée à rester silencieuse. Alors j'ai hoché la tête une fois, j'ai dit d'accord, et je suis parti comme une femme qui venait de tout perdre. Derrière moi, j'ai entendu ma sœur rire doucement. Derrière eux, toute la maison est restée immobile comme si elle attendait. Et au moment où ma mère m'appelait encore et encore, la voix tremblante, me suppliant de ne pas faire ça, il était déjà trop tard. Avant que je vous dise ce qu'il y avait dans ce coffre-fort et pourquoi ma famille est passée de la célébration à la panique en moins d'une demi-heure, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous écoutez. Parce que je veux vraiment savoir jusqu'où va cette histoire. La vérité est que, au moment où ils m'ont donné ces 2 jours, j'avais déjà passé des années à apprendre exactement qui comptait pour eux et qui ne comptait pas. La maison de mes grands-parents à Stone Mill Point était le seul endroit où je m'étais jamais senti choisi au lieu d'être toléré. Elle se dressait sur une colline tranquille au-dessus de l'eau. Une ferme en pierre avec de profonds rebords de fenêtres, de vieux planchers en pin et un porche arrière qui captait la dernière lumière dorée chaque soir. Pour les étrangers, cela ressemblait à une propriété côtière de valeur. Pour moi, c'était l'endroit où ma grand-mère m'avait appris à faire un dessert aux myrtilles sans tasse à mesurer et où mon grand-père m'avait appris que le caractère d'une personne se révèle toujours quand personne ne la force à être décente. 3 ans avant sa mort, tout a changé. Ma grand-mère a d'abord commencé à oublier de petites choses. Puis elle en a oublié de plus importantes. Elle laissait le thé bouillir sur la cuisinière. Elle mettait le sucre dans le réfrigérateur. Une fois, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a appelé par le prénom de sa sœur. Mon grand-père a essayé de maintenir la stabilité de la maison, mais je pouvais voir la peur en lui bien avant qu'il ne l'admette à voix haute. J'étais alors à l'université, préparant mon master en administration des soins de santé, faisant des allers-retours chaque week-end depuis Providence, puis tous les quelques jours, puis presque tous les jours vers la fin. Je suis devenue celle qui savait quelle pharmacie avait encore ses ordonnances en stock. Je suis devenue celle qui remplissait le pilulier, qui appelait l'infirmière à domicile, qui payait la facture de chauffage en ligne, et qui restait assise pendant de longues soirées silencieuses pendant que la télévision jouait dans une pièce qui ne semblait plus manquer de temps. Mes parents avaient toujours une excuse. Il y avait un voyage d'affaires. Il y avait un dîner avec un client. Il y avait un gala. Il y avait toujours une urgence dans leur propre vie qui, d'une manière ou d'une autre, l'emportait sur le lent effondrement qui se produisait dans cette maison. Ma jeune sœur Chloé était pire car au moins mes parents savaient qu'ils négligeaient quelque chose. Chloé traitait toute l'affaire comme un désagrément qui gâchait l'ambiance. Elle est venue une fois avec des fleurs, a pris 3 photos près des hortensias, en a publié une en ligne avec une légende sur le fait de chérir la famille, puis est partie avant le dîner parce qu'elle avait des réservations avec des amis à Newport. Je me souviens d'être resté debout devant l'évier à faire la vaisselle pendant qu'elle riait sur le porche, parlant fort au téléphone de l'odeur déprimante des vieilles maisons. Ma grand-mère dormait dans la pièce voisine. Mon grand-père a entendu chaque mot. Il n'a rien dit à ce moment-là, mais j'ai vu la façon dont sa mâchoire s'est crispée.
Ce regard est revenu de nombreuses fois au cours de la dernière année de sa vie. Plus j'étais présente, moins ma famille l'était. C'est devenu un schéma trop évident pour être ignoré. Ma mère appelait pour demander si certains documents étaient toujours dans le bureau. Mon père demandait si les impôts fonciers avaient encore augmenté. Chloé traversait les pièces comme si elle prévoyait déjà où mettre de nouveaux meubles. Personne ne me demandait si je dormais. Personne ne me demandait comment je gérais mes examens universitaires tout en aidant 2 personnes à décliner devant moi. Personne ne demandait ce qu'il en coûtait d'être celle qui restait. Mon grand-père a remarqué tout cela. Quand ma grand-mère est morte, il a changé d'une manière qui m'a fait peur. Il est devenu plus silencieux, mais plus lucide, presque plus vif. C'était comme si le chagrin avait dissipé le brouillard en lui et n'avait laissé que la vérité. 2 semaines après ses funérailles, je l'aidai à se mettre au lit quand il m'a serré le poignet et a dit très calmement, « Ils pensent que je ne sais pas ce qu'ils attendent. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, même si je le savais déjà. Il a regardé vers le couloir, vers le bureau, vers toute la maison, et a dit, « Ils n'attendent pas que j'aille mieux, Naomi. Ils attendent que j'ai fini. » Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait rien que je puisse dire qui rendrait cela moins cruel. Il a expiré lentement et a ajouté, « Tu es la seule qui soit jamais venue ici pour nous. Tous les autres sont venus ici pour ce qui vient après nous. » Ce fut la nuit où j'ai compris que l'histoire que ma famille raconterait plus tard n'allait jamais parler d'amour ou d'équité. Elle allait parler de possession. Je ne savais juste pas encore jusqu'où ils étaient prêts à aller. Une semaine après cette conversation, mon grand-père m'a demandé de le conduire en ville. Il a dit qu'il devait voir un avocat pour des questions courantes de gestion de succession, et il l'a dit d'un ton si désinvolte que quelqu'un qui ne le connaissait pas aurait pu le croire. Mais je le connaissais. Je savais quand il prétendait que quelque chose était plus petit que cela ne l'était réellement. Nous avons conduit jusqu'à un bureau en briques près de la marina où un avocat spécialisé en succession locale nommé Ethan Rowe exerçait depuis plus de 30 ans. Il n'était pas tapa accent grave-l'œil. Il n'était pas le genre d'avocat dont mon père se vantait de connaître au club. Il était calme, précis et impossible à presser. Mon grand-père lui faisait confiance, ce qui me suffisait. Je suis resté dans la salle d'attente au début, mais environ 20 minutes plus tard, Ethan a ouvert la porte et m'a demandé d'entrer. Mon grand-père était assis plus droit qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il y avait un dossier sur le bureau, un tampon de notaire à proximité et un bloc-notes juridique jaune couvert de la petite écriture soignée d'Ethan. Mon grand-père m'a regardé et a dit, « J'ai besoin que tu écoutes attentivement parce que j'ai fini de faire semblant que tes parents vont faire ce qui est juste par eux-mêmes. » Ce qu'il m'a dit cet après-midi-là a tout changé. Des années plus tôt, lui et ma grand-mère avaient fait un testament qui laissait la maison et le reste de la succession à leur fils et à leur belle-fille en partant du principe que la famille se comporterait comme une famille. Cette hypothèse avait disparu. À sa place, Ethan avait préparé une nouvelle structure, une fiducie irrévocable. La maison y serait transférée. Le but n'était pas de me rendre riche. Cela comptait pour lui. Il l'a dit plus d'une fois. Ce n'est pas une récompense, Naomi. C'est une protection. La fiducie m'a nommée seule administratrice et m'a donné le droit de vivre dans la maison et de la préserver. Elle rendait également difficile pour quiconque de faire pression sur moi pour la vendre, l'hypothéquer ou la donner. Ethan a même expliqué que si quelqu'un essayait plus tard de contester l'arrangement, la structure elle-même rendrait le sabotage familial impulsif beaucoup plus difficile. Mon grand-père y avait réfléchi dans les moindres détails douloureux. Il avait vu exactement ce qui allait arriver. Je me souviens avoir dit, « Ils vont me détester pour ça. » Et Ethan, sans lever les yeux de la page qu'il organisait, a dit, « Ils détesteront la limite, pas la vérité. » Les gens qui se sentent en droit d'avoir quelque chose appellent toujours cela de la cruauté quand on refuse de le leur céder. Mon grand-père a signé ce jour-là. Le notaire a tamponné les papiers. J'ai signé là où Ethan m'a dit de signer. Quand nous sommes retournés à la maison, mon grand-père était épuisé, mais soulagé d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Au cours du mois suivant, Ethan et moi avons discrètement géré ce qui devait l'être. Après le décès de mon grand-père, j'ai revu Ethan, finalisé le transfert de la fiducie et enregistré les documents correctement, mais je ne l'ai pas annoncé. Cette partie était stratégique. Ethan m'a conseillé d'attendre parce qu'il croyait que ma famille révélerait ses intentions beaucoup plus clairement s'il pensait que j'étais sans défense. Il avait raison. C'est à ce moment-là que j'ai préparé le coffre-fort.
Le coffre-fort mural dans le bureau à l'étage avait toujours fasciné ma famille parce qu'il supposait que tout ce qui était vieux et important devait y être enfermé. J'ai donc fait en sorte que lorsqu'il l'ouvrirait enfin, il trouverait exactement ce qu'il méritait de trouver. À l'intérieur du coffre-fort, j'ai placé une enveloppe scellée avec l'écriture de mon grand-père sur le devant. J'ai inclus une copie notariée des documents de la fiducie, une courte lettre d'Ethan confirmant le transfert effectif, et une clé de mémoire contenant un enregistrement audio que mon grand-père avait fait pendant ces dernières semaines. Par-dessus tout cela, j'ai placé une seule feuille de papier bien en vue. Elle disait, « Si vous lisez ceci parce que vous êtes venu chercher quelque chose à prendre, alors vous savez déjà pourquoi vous avez été exclu. » Je savais que ma mère ouvrirait l'enveloppe avec des mains tremblantes. Je savais que mon père se tairait en premier, ce qui était toujours sa façon de réagir quand il réalisait que le contrôle lui échappait. Et je savais que Chloé continuerait d'insister sur le fait qu'il devait y avoir une erreur parce que les gens comme ma sœur ne croient jamais que les conséquences sont réelles avant qu'elles ne les frappent en plein visage. Donc, quand ils se sont tenus dans ma cuisine et m'ont dit que vendredi était ma date limite, je n'ai pas discuté parce que la vraie date limite n'était pas la mienne. C'était la leur. Vendredi était le jour où leur fantasme allait entrer en collision avec des signatures sur papier et la seule chose que les personnes avides ne respectent jamais avant que cela ne les ruine, la preuve. Les 2 jours entre leurs menaces et vendredi ont été parmi les plus étranges de ma vie parce que je devais avoir l'air d'une femme se préparant à perdre sa maison tout en me préparant réellement à la garder. J'ai emballé suffisamment de boîtes pour rendre la performance crédible. J'en ai étiqueté certaines avec des livres, des manteaux d'hiver, la cuisine, même si je n'ai jamais eu l'intention de les déménager. Je les ai portés dans la chambre d'amis où quiconque jetant un coup d'œil par la porte penserait que j'abandonnais. En même temps, j'ai sauvegardé chaque courrier électronique, enregistré chaque message texte, et transféré des copies de tout à Ethan. Ma mère a appelé mercredi matin d'une voix mielleuse et a demandé si j'avais trouvé un endroit où loger. Elle a dit qu'elle s'inquiétait que je sois seul. Puis, dans le même souffle, elle m'a rappelé de ne pas prendre l'argenterie ancienne parce que c'était une propriété familiale. Mon père a appelé plus tard, prétendant être raisonnable. Il a dit que faire traîner les choses ne ferait qu'embarrasser tout le monde. Il a utilisé les mots tout le monde de la façon dont les hommes comme lui le font toujours, comme si préserver son propre confort était un service public. Chloé m'a envoyé par message une photo d'une cuisine blanche qu'elle aimait et a écrit « Ce serait incroyable une fois que la maison aura l'air plus jeune ». J'ai fixé ce message pendant 1 minute entière. La maison où ma grand-mère a perdu la mémoire et où mon grand-père a perdu sa femme était pour ma sœur une photo d'avant. Jeudi soir, ma mère a changé de tactique. Elle s'est présentée seule avec un sac en papier contenant des pâtisseries d'une boulangerie que j'aimais à l'université et a demandé si nous pouvions s'il vous plaît agir comme des adultes. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte dans un manteau crème qui coûtait probablement plus cher que mon premier semestre de manuel scolaire et m'a dit que la famille était soumise à beaucoup de stress, que le mariage de Chloé approchait, que mon père avait tant sacrifié pour nous. Que je rendais peut-être cela plus difficile que nécessaire. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé essayer la culpabilité, la nostalgie, la douceur et le martyre. Puis j'ai dit que j'étais fatigué et j'ai fermé la porte. Vendredi après-midi, la maison semblait retenir son souffle. Le ciel était plat et froid, ce genre de gris de Rhode Island qui donne à l'eau l'apparence du métal. Ils sont arrivés juste avant 5 heures, exactement quand il l'avait dit. Mon père est entré le premier, se comportant comme un homme qui s'attendait à ce que la scène tourne à son avantage parce que les scènes le faisaient généralement. Ma mère a suivi, agissant déjà comme offensée par mon silence. Chloé est arrivée en dernier, tout en rouge à lèvres éclatant et en confiance, portant de hautes bottes qu'elle n'aurait probablement pas dû porter sur le gravier. Elle a regardé autour du hall d'entrée et a dit « C'est tout ce que tu as emballé ». N'essayant même pas de cacher l'insulte dans sa voix, je n'ai rien dit. Mon père a demandé la clé du coffre-fort. Je lui ai dit qu'elle était là où elle avait toujours été, dans le tiroir du haut du bureau. Je voulais être là quand il l'ouvrirait, mais je me suis tenu juste assez en retrait pour donner l'impression que je n'avais plus la force de me battre. Cela importait. Je les voulais à l'aise. Je les voulais imprudents. Le bureau sentait légèrement le cèdre et le vieux papier. Mon père s'est dirigé directement vers le coffre-fort. Ma mère se tenait près de la fenêtre, les bras croisés serrés. Chloé s'est penchée par-dessus son épaule de la façon dont elle se penchait sur les vitrines des boulangeries quand elle décidait quel dessert prendre sans payer elle-même. La porte s'est ouverte avec un clic pendant 1 seconde. Rien ne s'est passé. Puis mon père s'est immobilisé.
Ma mère s'est avancée et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Comme si la réponse pouvait encore être quelque chose d'inoffensif. Il a d'abord sorti la feuille du dessus. J'ai regardé ses yeux se déplacer sur la phrase. Puis j'ai regardé la couleur quitter son visage. Ma mère lui a pris les papiers. Elle a lu plus vite, puis plus lentement, puis encore une fois comme si les mots allaient se réarranger si elle refusait de les accepter la première fois. Chloé a attrapé la clé de mémoire et a demandé ce que c'était que ça. Sa voix était devenue faible. Mon père a déchiré la lettre de mon grand-père et l'a lue dans un silence complet. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils avaient compris. Pas émotionnellement, pas moralement, légalement. La pièce a changé. Tout a changé à l'intérieur. La confiance avait disparu. La performance avait disparu. Ma mère s'est tournée vers moi avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Pas parce qu'elle ne l'avait jamais ressenti, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin de me le montrer. De la peur. De la vraie peur. Naomi, a-t-elle dit, et cette fois il n'y avait aucune douceur. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai regardé et j'ai dit, j'ai suivi les instructions. Chloé a commencé à dire qu'il devait y avoir une erreur, que grand-père ne ferait jamais ça à la famille, que c'était de la manipulation, que quelqu'un l'avait trompé. Et pendant qu'elle parlait, mon père continuait à lire, scrutant chaque page comme un homme cherchant la seule phrase qui le sauverait. Il n'y en avait aucune. Ils sont partis 10 minutes plus tard sans plus rien faire semblant. Ma mère a oublié son sac à main sur la chaise du bureau et a dû revenir le chercher. Mon père ne m'a pas regardé quand il est sorti. Chloé l'a fait, et si la haine avait une température, la pièce se serait fissurée sous l'effet de celle-ci. Puis les appels téléphoniques ont commencé. Ma mère a appelé 6 fois en 10 minutes. Puis 8 autres fois. Ensuite, elle a laissé un message vocal si essoufflé qu'on aurait dit qu'elle avait couru dans les escaliers. Naomi, s'il te plaît, ne dépose rien d'autre. S'il te plaît, rappelle-moi avant de parler à l'avocat. Nous devons discuter de cela en famille. Puis un autre message vocal, plus froid cette fois. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Puis un autre, tremblant à nouveau. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai sauvegardé chaque message, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai écouté leur panique s'accumuler dans ma boîte de réception, un appel à la fois. Samedi matin, la guerre s'était déplacée à l'extérieur de la maison et dans la ville, ce qui était exactement l'endroit où ma mère aimait toujours se battre. Stonemill Point était le genre d'endroit où la caissière de l'épicerie savait qui venait de se faire opérer, qui buvait trop et qui avait laissé mourir les haies de sa façade. Les nouvelles voyageaient vite, mais la sympathie aussi, si vous la présentiez correctement. Ma mère avait toujours été douée pour ça. Elle pouvait transformer la cruauté en inquiétude si doucement que les gens la remerciaient pour cela. À midi, 2 personnes m'avaient envoyé des messages me demandant si j'essayais vraiment de tout prendre pour moi. Une femme de l'église, quelqu'un qui n'avait pas rendu visite une seule fois à mes grands-parents de leur vivant, a écrit que ma mère était dévastée et voulait juste la paix. J'ai presque ri quand j'ai lu ça. Ma mère ne voulait pas la paix. Elle voulait l'accès. Elle voulait la maison, l'histoire et le droit de se qualifier de victime après avoir essayé de me chasser de ma propre maison. Ethan m'avait averti que cela arriverait. Il m'a dit que dans les conflits immobiliers, les gens ne se battaient pas seulement pour des actifs. Ils se battaient pour le récit. Celui qui paraissait le plus sympathique obtenait souvent un avantage même lorsque les documents étaient solides. Donc, au lieu de réagir émotionnellement, j'ai constitué un dossier. J'ai sauvegardé chaque message vocal. J'ai imprimé chaque message texte. J'ai exporté chaque courrier électronique que Chloé m'avait envoyé au cours du dernier mois. L'un d'eux était particulièrement utile parce qu'elle avait oublié d'être prudente et m'avait transféré un échange avec un organisateur de mariage demandant si la fin de l'été serait un meilleur moment pour organiser un dîner de fiançailles à la maison avant de la mettre en vente le printemps suivant. La mettre en vente. C'était là. Ne pas la préserver, ne pas y vivre, ne pas honorer la famille, la vendre. Ethan a presque souri quand je lui ai montré ce courrier électronique, ce qui, pour lui, équivalait à rire aux éclats. Il m'a également aidé à rassembler des dossiers dont je ne pensais jamais avoir besoin pour prouver quelque chose qui aurait dû être évident. Des copies des livraisons de la pharmacie que j'avais signées, des reçus de courses, des factures pour les réparations. J'ai organisé des notes de calendrier,
des frais de station-service pour les longs trajets d'aller-retour pendant que j'étais à l'université. L'infirmière à domicile a même rédigé une déclaration affirmant que j'étais le seul membre de la famille qui coordonnait systématiquement les soins pendant le déclin de mes grands-parents. Pendant ce temps, mes parents continuaient à faire des erreurs. Mon père m'a envoyé un message qui disait « Tu as fait passer ton message. Signe pour une gestion partagée et nous pourrons tous sortir de cela avec dignité. » La gestion partagée signifiait « Rendez-nous l'arme et faites-nous confiance pour ne pas l'utiliser à nouveau. » Ma mère a essayé une approche plus douce et a écrit qu'un conflit juridique ne ferait que blesser la mémoire de grand-mère. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment parce que les gens comme elle traînent toujours les morts dans des disputes auxquelles ils n'ont jamais pris la peine d'assister pendant que ces personnes étaient en vie. Le plus grand cadeau est arrivé dimanche soir. Chloé, furieuse et imprudente, m'a envoyé par erreur un message destiné à ma mère. Il disait, si elle ne coopère pas, dis à papa d'insister sur l'angle de la dette. Elle cédera si elle pense que tout le monde saura pourquoi nous avons besoin de la vente. Elle l'a annulé quelques secondes plus tard, mais pas avant que je n'ai fait une capture d'écran. L'angle de la dette. C'était la première fois que je savais avec certitude que la situation financière de mon père était pire que ce que quiconque admettait publiquement. Ethan a creusé un peu plus, légalement et prudemment, et lundi, il en avait assez pour confirmer ce que nous soupçonnions. L'entreprise de mon père faisait faillite. Une ligne de crédit bancaire s'était resserrée. Les dettes personnelles se faisaient pressantes. Il ne voulait pas la maison parce qu'elle représentait la tradition. Il la voulait parce qu'elle représentait une échappatoire. Une fois que j'ai compris cela, tout s'est mis en place. La fausse urgence, l'ultimatum de 2 jours, la pression. La soudaine insistance sur le fait que Chloé avait besoin de la maison pour son avenir. Il n'a jamais été question de son avenir. Elle était juste la plus belle histoire dont ils espéraient qu'elle ferait paraître le vol sentimental. La situation a empiré avant de s'améliorer. Ma mère a déposé une requête civile contestant la fiducie. L'argument était prévisible. Il prétendait que mon grand-père était trop fragile pour comprendre ce qu'il signait et que je l'avais manipulé tout en agissant comme gardienne. C'était dégoûtant, mais pas surprenant. Quand les gens ne peuvent pas battre vos documents, ils attaquent votre moralité. Ethan a déposé notre réponse le jour même et m'a dit de me préparer pour une audience. Il m'a aussi dit quelque chose qui est resté gravé en moi. Il a dit, la vérité compte au tribunal, Naomi, mais la maîtrise de soi compte presque autant. Ils te veulent tes motifs. Ils veulent que tu paraisses instable. Ne leur prête pas ton visage pour leur histoire. Alors, j'ai fait exactement ce qu'il a dit. J'ai arrêté de réagir. J'ai mal dormi, mais je me suis présenté. J'ai porté un tailleur bleu marine. J'ai organisé notre classeur. J'ai apporté l'enregistrement audio de mon grand-père, la déclaration de l'infirmière, les journaux de soins, les factures de réparation, le courrier électronique concernant la mise en vente de la maison et la capture d'écran concernant la dette. Au moment où la date de l'audience est arrivée, je n'avais plus peur de perdre la maison. J'avais peur d'entendre avec quelle facilité les personnes qui m'ont élevé pouvaient se tenir en public et mentir à mon sujet avec un visage impassible. Ethan m'a dit de les laisser faire. Il a dit que parfois le moyen le plus rapide de détruire une fausse histoire est de lui donner assez d'espace pour révéler à quel point elle sonne faux. Il avait raison à ce sujet aussi. L'audience a eu lieu un jeudi matin dans un tribunal de comté qui sentait légèrement le papier, le café et la cire pour le sol. Ce n'était pas dramatique de la façon dont les films rendent les salles d'audience dramatiques. Personne n'a crié au début. Personne n'a frappé sur les tables. Le danger dans cette pièce venait de la façon dont tout le monde essayait de paraître calme tout en se préparant à s'ouvrir les uns les autres avec des mots. Mes parents étaient assis à la table du demandeur avec Chloé entre eux, habillés en bleu pâle comme si l'innocence avait une couleur. Ma mère s'est tamponnée les yeux avant même que quoi que ce soit ne commence, ce qui m'a indiqué qu'elle avait l'intention de jouer le chagrin avant que les faits n'aient la chance de parler. Mon père avait l'air tendu, fatigué et furieux sous la surface. Le juge était une femme dans les années 60 avec le genre de visage qui me disait qu'elle n'avait aucune patience pour la manipulation déguisée en inquiétude. Cela a aidé. L'avocat de ma famille a commencé par me peindre exactement de la manière qu'Ethan avait prédite. Une jeune femme en deuil, isolée, dépassée, émotionnellement compromise par la perte, incapable de gérer de manière responsable une propriété héritée de grande valeur. Il a dit que mes parents n'avaient agi que par souci de préserver l'harmonie familiale et d'éviter une mauvaise gestion financière.
L'harmonie familiale. J'ai presque regardé le classeur sur mes genoux, juste pour m'empêcher de sourire à quel point cela semblait absurde après la semaine qu'il m'avait fait subir. Ethan s'est levé quand ce fut son tour et n'a pas perdu une seconde en drame. Il a commencé par les dates. Il commençait toujours par les dates. Il a guidé le tribunal à travers la formation de la fiducie, l'exécution, la notarisation, l'enregistrement. Ensuite, il a exposé l'historique des soins de mes grands-parents et qui avaient réellement été présents pendant ces années. Il a présenté la déclaration de l'infirmière. Il a soumis les registres des dépenses. Il a montré des copies de mes dossiers de voyage et les factures à mon nom pour l'entretien et les nécessités de la maison. Il n'a pas dit que je les aimais plus. Il a fait quelque chose de mieux. Il a montré que j'avais fait plus. Ensuite, il a demandé que l'enregistrement audio soit admis. L'avocat de ma mère s'y est opposé. Le juge a écouté le motif, a regardé la transcription qu'Ethan avait préparée, et l'a admis pour un examen limité. Quand la voix de mon grand-père a résonné dans les haut-parleurs du tribunal, faible mais indéniablement claire, quelque chose en moi s'est stabilisé. Il a dit qu'il n'était pas confus. Il a dit qu'il protégeait la maison des personnes qui la voyaient comme de l'argent. Il a dit qu'il avait choisi la petite fille qui avait été là. Ma mère regardait droit devant elle. Chloé a arrêté de faire semblant de prendre des notes. Mon père a bougé une fois, puis est resté complètement immobile. Si l'audience s'était terminée là, je pense que nous aurions déjà gagné. Mais Ethan n'avait pas fini. Il a introduit le courrier électronique de Chloé concernant l'organisation d'un dîner de fiançailles avant de mettre la propriété en vente. Son avocat a essayé de qualifier cela de réflexion informelle. Ethan a contré avec le message texte où elle se plaignait que je retardais le calendrier de rénovation. Puis est venu le message sur le fait de pousser l'angle de la dette. Ethan n'a pas tout révélé d'un coup. Il a superposé les éléments. C'était là toute sa brillance. D'abord l'avidité, puis la planification, puis le mobile. Enfin, il est passé aux finances de mon père. Il n'avait pas besoin d'exposer chaque détail privé. Il avait seulement besoin de suffisamment pour montrer pourquoi l'urgence existait. Il y avait des dettes. Il y avait de la pression. Il y avait une raison pour laquelle la famille voulait un contrôle rapide sur un actif de grande valeur. L'avocat de mon père a de nouveau objecté, mais le juge a autorisé une ligne d'interrogatoire étroite sur le mobile. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ethan a demandé à mon père s'il m'avait dit à plusieurs reprises que la famille devait gérer cela en privé pour éviter l'embarras. Mon père a dit oui. Ethan a demandé s'il avait proposé une gestion partagée après avoir pris connaissance de la fiducie. Mon père a de nouveau dit oui. Ethan a demandé si la famille m'avait donné 2 jours pour évacuer avant toute décision de justice. Mon père a hésité, puis a dit qu'ils avaient proposé un plan de transition. Le juge a levé les yeux à cette formulation. Même elle pouvait entendre la manipulation. Puis Ethan a posé la question qui a finalement fait tomber le masque. Il a demandé, « Monsieur Carter, étiez-vous sous pression financière au moment où vous avez tenté de forcer l'accès à la maison ?» Mon père a essayé d'esquiver. Il a dit, « Chaque famille a des pressions. » Ethan a demandé à nouveau, plus spécifiquement, « Cherchiez-vous ou non à obtenir le contrôle immédiat de la propriété parce que vous croyez qu'une vente ou un refinancement pourrait soulager ces pressions ?» Mot. Père a regardé le juge, a regardé son propre avocat, puis m'a regardé. Pendant une seconde, j'ai vu le vieil instinct en lui, celui qui choisissait toujours la domination sur la prudence. Et puis il a prononcé la phrase qui les a achevés. Il a dit, « Nous avions seulement besoin qu'elle arrête d'être égoïste assez longtemps pour signer afin que la famille puisse stabiliser les choses. » La salle d'audience est devenue silencieuse de cette manière totale dont les pièces le deviennent quand quelqu'un vient d'admettre trop de choses pour pouvoir jamais les reprendre. Il avait transformé l'inquiétude en stratégie et la famille en levier en une seule phrase. Le juge lui a demandé de clarifier. Il a essayé de faire marche arrière. Il a dit qu'il voulait dire que tout le monde en bénéficierait. Mais le mal était fait. La requête ne visait plus à me protéger d'une mauvaise gestion de la propriété. Il s'agissait de faire pression sur moi pour que je cède le contrôle de celle-ci. Quand le juge a rendu sa décision, elle a été précise et froide. Elle a maintenu la fiducie. Elle a rejeté la contestation dans son intégralité. Elle m'a reconnu comme la seule administratrice légale.
Elle n'a trouvé aucune preuve crédible d'influence indue et a noté que les preuves documentaires montraient massivement que j'avais été la principale dispensatrice de soins et gestionnaire de la propriété. Ensuite, elle a abordé le comportement de ma famille. Elle a critiqué la tentative de me pousser à partir avant une résolution légale. Elle leur a ordonné de payer une partie substantielle de mes frais de justice. Elle a également émis une ordonnance civile leur interdisant d'entrer dans la propriété ou de me contacter en dehors des voies légales pendant 2 ans, à moins que je n'y consente expressément par écrit. Ma mère a pleuré pour de vrai à ce moment-là, non pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Chloé avait l'air de quelqu'un à qui on avait coupé le souffle. Plus tard, j'ai appris que la famille de son fiancé avait reporté sa contribution financière au mariage après avoir réalisé que la maison qu'elle avait laissé entendre qu'elle ferait partie de leur avenir ne lui appartiendrait jamais. Le mariage ne s'est pas annulé, mais le fantasme oui. Mon père est sorti du tribunal avec l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. Dans une ville comme la nôtre, les gens n'ont pas besoin d'un scandale formel pour savoir ce qui s'est passé. Ils n'ont besoin que de suffisamment de vérité pour commencer à relier les points. En l'espace de 2 semaines, il a discrètement démissionné d'un conseil de collecte de fonds local qu'il avait toujours utilisé pour peaufiner sa réputation. Personne n'a annoncé pourquoi. Personne n'en a eu besoin. Ma mère a appelé une fois de plus d'un numéro inconnu ce soir-là et a laissé un message vocal auquel je n'ai jamais répondu. Elle a dit que j'avais humilié la famille. Je l'ai écouté en me tenant dans ma cuisine et j'ai pensé, non, vous avez fait ça vous-même au moment où vous avez essayé de me jeter hors d'une maison que j'avais passé des années à protéger. Pendant que vous étiez trop occupé à planifier ce que vous pourriez en faire une fois les vieilles personnes disparues, je suis retourné à Stonemill Point le même après-midi où l'audience s'est terminée. Le trajet a semblé plus court que d'habitude. Peut-être parce que pour la première fois depuis des semaines, je ne conduisais pas vers une menace. Je rentrais chez moi. La maison avait exactement la même apparence depuis la route, ce que j'ai aimé plus que je ne peux l'expliquer. Les mêmes murs en pierre, la même rampe de porche patinée par le temps, le même groupe d'arbres se penchant légèrement sous le vent venant de l'eau. Rien en elle n'annonçait la victoire. Elle était juste toujours là, ce qui était suffisant. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré dans le silence qui m'avait maintenu entière plus de fois que je ne pouvais le compter. Je suis resté dans le hall d'entrée pendant 1 minute sans enlever mon manteau. Puis je suis allé dans la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche et j'ai attrapé la vieille tasse en céramique que mon grand-père utilisait tous les matins. Elle avait un petit éclat près de l'anse et un bord bleu délavé. J'ai emporté mon thé sur le porche arrière et je me suis assise là où la lumière frappait les planches en fin d'après-midi. De là, je pouvais voir l'eau et le bord du jardin que ma grand-mère aimait, même après qu'elle ait cessé de se souvenir des noms de la moitié des fleurs qui s'y trouvaient. Je pensais que je me sentirais triomphante d'une manière bruyante et éclatante. Ce ne fut pas le cas. Ce que j'ai ressenti à la place était propre, clair, comme si la pression dans ma poitrine avait été relâchée un tour prudent à la fois. Je n'ai pas sauvé la maison parce que j'étais plus forte que tout le monde ou plus intelligente que tout le monde ou plus froide que tout le monde. Je l'ai sauvée parce que je suis resté quand rester était difficile. C'était toute la vérité. Je suis resté quand les mises à jour du médecin devenaient répétitives et tristes. Je suis resté quand les factures devaient être payées, que les courses devaient être portées et que les nuits semblaient trop longues. Je suis resté quand il n'y avait rien de glamour à cela, rien de rentable à cela et aucun public pour m'applaudir. Et à la fin, cela importait plus que le charme, plus que les droits, plus que le sang. C'est la leçon à laquelle je reviens sans cesse. Le sang peut lier les gens, mais il ne les rend pas automatiquement aimants, sûrs ou dignes de confiance. La vraie famille n'est pas définie par qui exige l'accès quand quelque chose prend de la valeur. La vraie famille est définie par qui reste présent quand la vie devient difficile, gênante et peu photogénique. Il y a autre chose que cette histoire m'a appris, et je pense que c'est important pour quiconque écoute et a déjà été manipulé par le mot famille. L'amour sans limite peut être exploité. La gentillesse sans documentation peut être réécrite, et la loyauté sans respect de soi peut se transformer en cage. Se protéger ne fait pas de vous quelqu'un de cruel. Tenir des registres ne fait pas de vous quelqu'un de calculateur. Refuser de céder ce que vous avez construit, préserver ou soigner ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Parfois, la chose la plus responsable qu'une personne puisse faire est de mettre la compassion et l'épreuve dans la même main. Ce n'est pas de l'amertume. C'est de la sagesse. J'ai regardé à travers l'eau,
j'ai pris une longue gorgée de thé et j'ai pensé à quel point j'avais voulu que mes parents deviennent les personnes que je continuais d'espérer qu'ils étaient sous tout ce contrôle et cette performance. Mais la paix est venue quand j'ai arrêté d'attendre cette version 2 et que j'ai commencé à croire la version qu'ils m'avaient déjà montrée. La maison était calme. Les planches du porche grinçaient doucement sous ma chaise. Quelque part au bord de l'eau, une mouette a crié une fois, puis tout s'est à nouveau calmé. J'avais toujours 27 ans. J'étais toujours seul sur ce porche. Mais pour la première fois depuis longtemps, être seul ne ressemblait pas à un abandon. Cela ressemblait à de la liberté. Si vous avez déjà eu quelqu'un qui utilise la famille, la culpabilité ou l'obligation pour vous chasser d'un endroit que vous avez gagné par amour et sacrifice, j'espère que cette histoire vous rappellera que votre silence ne doit pas signifier une capitulation. Et votre gentillesse n'exige pas de vous trahir vous-même. Et avant que je ne vous laisse ici sur ce porche avec moi, dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Parce que je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé et si une partie d'elle vous a semblé un peu trop familière.